On va parler d'un conflit. Mais attention, pas un conflit entre des armées, non, c'est un conflit entre nations et ses propres rivières. Une lutte acharnée qui dure depuis plus de 1000 ans et qui a littéralement façonné le Maroc, ses terres, sa société, son histoire. Écoutez bien ça. Cette description, elle a plus de 700 ans. Elle nous rappelle de manière assez brutale que cette guerre avec l'eau a un coût humain immense. C'est une réalité qui est gravée dans les chroniques depuis des siècles et qui, d'une certaine manière, résonne encore aujourd'hui. Alors, c'est la question centrale de cette analyse. Pourquoi ? Pourquoi cet endroit en particulier ? Pour y répondre, il faut d'abord comprendre la nature même de ce champ de bataille, une géographie qui semble presque conçue pour le désastre. Allez, pour bien saisir l'enjeu de cette guerre, il faut qu'on analyse le champ de bataille lui-même. On va se pencher sur les facteurs géographiques et climatiques qui sont vraiment uniques et qui rendent cette région du Maroc si vulnérable aux crues. Cette carte, elle nous plonge vraiment au cœur du problème. Le bassin du fleuve Sebou, juste au nord de Fès, il agit comme un gigantesque entonnoir naturel. Tous ces affluents serpentent à travers un paysage qui, comme on va le voir, est à la fois très fragile et impitoyable. Et là, on a la recette parfaite pour une catastrophe. C'est un vrai cocktail explosif. D'abord, une géologie fragile. Le sol, c'est surtout de l'argile et du schiste, des roches qui n'absorbent quasiment pas l'eau. C'est comme une bâche. Ensuite, des pluies diluviennes qui s'abattent d'un coup. Et pour finir, ce réseau de rivières hyper dense qui agit comme un entonnoir géant et qui concentre toute cette eau à une vitesse folle. Et ce graphique, il est sans appel. Il illustre parfaitement l'ampleur du phénomène. On ne parle pas de simples averses là, non, on parle de déluges exceptionnels que le paysage est tout simplement incapable de gérer. Regardez ce pic en 2009, 140 mm. C'est une quantité d'eau phénoménale qui tombe en très peu de temps et qui transforme de paisibles rivières en véritables torrents destructeurs. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi, voyons le comment. Comment est-ce que ces forces de la nature ont impacté les populations marocaines à travers les âges ? Quel a été, concrètement, le coût humain ? Comme le montre bien cette frise, ce n'est pas un problème qui date d'hier, loin de là. C'est une histoire qui s'étale sur plus d'un millénaire. Pensez-y, déjà au 8e siècle, le fondateur de Fès, Idriss Ier, choisit de construire sa ville en hauteur parce qu'il était déjà conscient du danger. Mais ça n'a pas empêché les catastrophes, comme celle de 1302, ou toutes celles qui ont marqué l'histoire jusqu'au XXe siècle. Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est que les dégâts allaient bien au-delà de ce que l'eau touchait directement. C'était un effet domino. Chaque inondation pouvait déclencher une crise sociale et économique gravissime, avec des famines, une instabilité qui durait des mois, voire des années, bien après le retrait des eaux. Mais attention, face à une menace aussi constante, on ne reste pas passif. La société marocaine a développé des méthodes incroyablement ingénieuses, non pas pour essayer de conquérir l'eau, mais pour apprendre à vivre avec elle. Les Igoudards, c'est un exemple absolument brillant de cette sagesse collective. Plutôt que de construire des murs fragiles contre la rivière, l'idée c'était de placer les ressources les plus vitales, c'est-à-dire les récoltes, complètement hors de sa portée, dans ces greniers fortifiés bâtis en hauteur. C'était un acte de prévoyance, mais aussi de coopération communautaire. Et ce n'était pas seulement les greniers, c'était tout un ensemble de pratiques intelligentes. Des réservoirs pour capter l'eau de pluie, une agriculture adaptée au rythme des crues, et surtout une solidarité communautaire extrêmement forte pour se relever après chaque désastre. C'était des stratégies qui étaient tissées dans la trame même de la société pour coexister avec le danger. Mais voilà, au XXe siècle, cette philosophie d'adaptation va être complètement balayée par une nouvelle ambition, celle du contrôle pur et simple. L'arrivée de l'administration coloniale française a introduit une perspective radicalement différente. Pour les militaires français, les inondations, ce n'était plus une fatalité à laquelle il fallait s'adapter. Non, c'était un obstacle stratégique, une faiblesse qui entravait leur contrôle du territoire. Et après avoir subi des pertes assez humiliantes, en matériel et en hommes, et après avoir vu leurs lignes de communication coupées pendant des mois, les Français ont tiré une conclusion sans appel. La coexistence avec les rivières, ce n'était plus une option. Il fallait les maîtriser. Et cette carte, elle illustre parfaitement leur réponse. Ce sont des plans d'ingénierie hyper ambitieux pour remodeler le paysage lui-même. Là, on ne parle plus de s'adapter, on parle de transformer. On voit ici des propositions pour reboiser, pour limiter le ruissellement et même pour déplacer des populations entières. C'est une véritable déclaration de guerre à la nature. L'objectif, ce n'était donc plus de s'adapter aux crues, mais de les empêcher purement et simplement de se produire, grâce à des barrages, des digues, des canaux. Ça a marqué un changement profond, radical, dans la relation entre l'être humain et la rivière. On est passé de la résilience à une volonté de domination totale.
Et finalement, toute cette histoire millénaire nous laisse avec une question fondamentale, une question sur la manière dont on choisit de vivre avec les forces puissantes de notre planète. Et cette question, aujourd'hui encore, reste plus pertinente que jamais.